Le pôle de l'étang neuf, situé à Saint-Connan en Bretagne, est un lieu chargé d'histoire et de culture qui allie mémoire, nature et art. Il abrite le musée de la Résistance en Argoat, dédié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance dans l'ouest des Côtes-d'Armor. Ce musée retrace notamment l'histoire du maquis de Plaisilly à Saint-Connan qui s'est formé en juin 1944 au cœur de la forêt de Coatmalouenne. Composé de plusieurs centaines de résistants, ce maquis a affronté les troupes allemandes le 27 juillet 1944 avant de participer à la libération de Guingamp et de sa région. Le musée propose un parcours immersif à travers 5 espaces d'exposition et une salle de projection abordant des thèmes comme l'occupation, les réseaux de résistance, les maquis et leurs alliés. Une place importante est accordée à l'audiovisuel pour rendre la visite vivante et accessible. En complément, le site accueille un centre d'archives et la galerie d'art Livandour qui met en avant des expositions d'artistes contemporains. Le pôle de l'étang neuf, construit sur pilotis, offre ainsi une expérience unique où se mêlent histoire, art et nature, faisant de ce lieu un espace de mémoire et de culture incontournable en Bretagne. Ici, on est en Argoat. Alors l'Argoat, qui connaît le breton, donc, ça veut dire bois, évidemment, ça veut dire l'intérieur, ça veut dire la terre par rapport à la mer. Le musée ici ouvre en 2012. Gaël Demanet, professeur relais et professeur d'histoire-géographie et d'EMC au collège Jean Racine à Saint-Brieuc. Et en 2021, il y a l'ouverture de la galerie d'art. Peut-être je te laisse poursuivre. Oui, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que à la toute base, à l'initiative, c'était vraiment les anciens maquisards Liloé Emer, coordinatrice. Qui directement ont voulu créer un lieu de mémoire. Et en amont, il y avait un petit musée qui avait été créé dans la mairie de Saint-Connan, donc qui est un petit peu plus loin. L'idée, c'était aussi de s'appuyer sur les pouvoirs politiques, notamment la communauté de communes. Il y a eu une étude qui a été réalisée et la communauté de communes, elle a dit que c'était pas viable de créer juste un musée ici dans un coin qui est un peu reculé, qui explique aussi le choix stratégique d'installation d'un maquis ici, et qu'il fallait créer un pôle dynamique. Qu'est-ce qui a été choisi ? Il a été choisi l'histoire, le musée de la Résistance en Argoat, aussi un lien artistique. En effet, il y avait un artiste qui habitait ici, dans le village de l'étang neuf à Saint-Connan. Donc, il était logique de faire une galerie. Et comme il y avait l'étang neuf, nous sommes liés aussi à la Fédération de pêche. Et vraiment, c'est un pôle qui a été créé. Là, vous voyez l'étang avec le bois au-dessus. Alain Paulès, intervenant bénévole. C'est des images prises avant la construction du musée. Donc, le musée, on ne le voit pas par définition. On est une structure associative. Clémence Labinda, animatrice, promotrice. Association de gestion du pôle d'animation et de mémoire de l'étang neuf. Donc il y a un bureau qui gère un petit peu tout ça. Et puis on est énormément aidé par les subventions des collectivités territoriales, donc la région, le département, la communauté de communes du Creuse-Braise, qui est notre principal soutien en fait en réalité. Et puis on a aussi sur des projets spécifiques, notamment les expositions temporaires du musée, on a très souvent l'aide du ministère des Armées aussi, qui nous soutient sur les projets. Je sais que sur certains projets, effectivement, la DRAC nous soutient, notamment plutôt sur les projets EAC, il y a déjà eu de l'aide de la DRAC. Ne dites pas s'il n'y a que moi qui le fais, mais agissez vite et faites agir les autres. Relevez ce tract et donnez-le à tous vos amis. Si vous recopiez ce tract 5 fois et que vous le distribuez dans les 24 heures, au bout de 10 jours et à partir de ce tract, 244 090 625 tracts seront distribués. Voici, on est au niveau de la galerie. On vous le disait, ce bâtiment, donc c'est une ancienne maison d'habitation. Liloé Emer. Elle a été rouverte en 2021 suite à des travaux. En bas, vous trouvez donc une galerie artistique non commerçante. Et à l'étage, nous avons les archives, centre de documentation, etc. et objets. L'exposition, c'est l'exposition d'une artiste qui s'appelle Dominique Fajzang, j'arrive jamais à la prononcer, pour le coup, qui est une artiste locale et qui travaille sur la mémoire de la guerre. L'intérêt, là, c'était de faire travailler une femme
Souvent, on fait des passerelles entre le musée, les expositions à la galerie, pas toujours. Mais comme la prochaine exposition temporaire au musée sera sur les femmes résistantes, du coup, on trouvait ça intéressant. On a vécu là une épopée, si on peut dire, quoi. Mais j'en ai jamais parlé à personne. Personne n'est au courant, quoi, de ça. Alors, c'est des choses que j'ai vécues, mais enfin que... On les garde pour soi, quoi. Hein. Mes enfants, tout ça, j'en ai jamais parlé. L'idée, c'était vraiment de mémoriel, oui, dans le sens où il y avait l'artiste qui vivait ici. Donc, mémoire de l'art, si vous voulez, à l'étang neuf. Pas forcément lié à la Seconde Guerre. Et petit à petit, en fait, la dynamique s'est faite assez naturellement, où on essaye quand même de faire des liens. Là, par exemple, on a fait l'année dernière 2 expositions différentes sur la Grande Guerre. Voilà, il y a un lien, dont une où c'était mi-Grande Guerre, mi-Seconde Guerre mondiale, et où les personnes qui exposaient, donc qui faisaient un travail de projection de cyanotype sur de la céramique, et ben derrière, ils avaient mis des choses qui venaient directement du Nid d'Aigle, qui avaient été récupérées par le grand-oncle d'un des céramistes, qui a dit « moi j'ai ça ». On a dit, faut le montrer. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a vraiment une équipe de bénévoles qui est extrêmement investie, que ce soit côté galerie ou côté musée. Parce que moi, j'aurais pas le temps de monter de A à Z des expositions, même d'aller chercher des artistes. Parce que là, on travaille sur du national, on n'est pas que sur du régional. Et il m'a dit, tu vas faire ce que je fais. Tous les jours, tu feras ça maintenant. Et il a bu un truc de café, il m'a fait boire un truc de café. Mais ils vont le boire. On a pissé dans les bidons. Voilà. Notre premier acte de résistance. Les galeries, des enfants de classe moyenne, ils vont se dire non, c'est un truc hyper sérieux, voilà, jamais j'irai. Donc quelque part, ça les sort de la zone de confort et ça fait découvrir. Ça fait une ouverture. Au moins, ils seront allés une fois dans leur vie dans une galerie artistique. Ça plaît pas. Mais au moins, il y aura eu cette démarche-là pour le coup. Et de leur montrer que c'est accessible et que, voilà, dès qu'on explique, tout le monde peut comprendre, quoi. Faut pas une culture, faut pas avoir 70 ans et d'un milieu bourgeois pour comprendre l'art. Et de toute façon, même dans nos journées type côté musée, on propose des ateliers. On propose des petites animations en fonction des niveaux dans la galerie, quand il y a les expositions temporaires. On fait vraiment une animation. En général, d'ailleurs, c'est les 2 bénévoles responsables de la galerie qui s'en occupent. Et en fonction des thèmes, il y a une animation qui est écrite. Pour les petits, ça va être chercher des parties du tableau. Non, il y a vraiment une animation. C'est pas de la visite de la galerie telle qu'on l'entend. Christophe Garnier, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Le Dantec à Lannion. Et donc j'encadre aujourd'hui une visite d'une classe de terminale. Donc on est en fin d'année et donc ils ont déjà fait cette partie du programme et donc c'est un petit peu pour valider ce qu'on a fait dans l'année. Alors dans votre questionnaire, il me semble que vous avez une question sur un certain nombre d'interdictions. Servane Vaternel-Neveu, stagiaire. Qui vont être mises en place le 24 juin. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez trouvé la fiche, qui peut me dire quelles sont ces interdictions? Je vais en citer quelques-unes. Le musée, il a été créé sur la mémoire d'un maquis. Donc pour le coup, juste de faire revivre cette mémoire-là, il a été créé aussi par ces résistants, pas que de la mémoire, mais par des gens qui étaient vivants jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a des cas, alors, de vrais projets EAC, j'appelle vrais projets EAC des projets de suivi sur 6 mois d'une classe, où le dernier, on allait dans les bois, c'est un photographe qui était intervenu, il allait dans les bois avec les scolaires, à l'endroit où le maquis était installé. Premier intérêt, c'est... Christophe Garnier, professeur d'histoire-géographie et d'EMC au lycée Félix Le Dantec de Lannion. De montrer dans un cadre différent de celui de la classe des objets que nous, on peut leur montrer qu'en photo ou éventuellement en vidéo. Donc là, il y a un contact avec le réel, c'est-à-dire des images d'archives, des documents, des objets de sabotage, etc. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir affaire à des médiateurs qui ont aussi l'habitude de présenter un lieu que nous, on connaît, mais pas aussi bien qu'eux. Donc avec les élèves, ça rend aussi le côté plus efficace. Et le troisième intérêt, puisqu'il y a un ancien combattant, donc c'est aussi, on va dire, un échange intergénérationnel sur la mémoire, sur des périodes où on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus de survivants, voire plus du tout. Donc l'intérêt, il est aussi d'une transmission, on va dire, par d'autres gens que les enseignants qu'ils ont eu toute l'année. Il fallait ramener les poches de TSF à la mairie. Pierre Martin,
intervenants bénévoles. Il fallait rendre des arbres que vous aviez chez vous. Plein de choses comme ça qui étaient une obligation. Bon, certains ne les rendaient pas, les cachaient, mais c'était aussi interdit d'avoir des arbres à la maison, pour la TSF, tout ce qui pouvait être en contact avec l'Angleterre, avec De Gaulle à l'époque. Après, sur le message du 18 juin, on a entendu le message de De Gaulle peut-être. Ouais. Hein. Et ce qu'il faut savoir par rapport au message en fait, de Gaulle du 18 juin, c'est qu'il ne va pas être entendu en fait, tout de suite par la population, puisque les radios sont interdites. Et donc il va répéter en fait, son discours plusieurs jours d'affilée. Et celui qui est enregistré, c'est celui du 22 juin. Et même en breton. Il a été enregistré en breton. À l'époque, plus de gens parlaient breton en Bretagne que le français. Ouais. En entrant par l'intermédiaire de la mémoire, ça permet aux élèves de mieux s'approprier les faits historiques que l'on peut leur expliquer. Gaëlle Demanet. D'autant plus qu'ici au musée, on parle vraiment de faits historiques qui se sont déroulés sur leur territoire ou dans le département. Et je pense que ça résonne avec ce qu'on a peut-être pu leur raconter un petit peu à la maison, même si maintenant les témoins s'éloignent, mais probablement que par l'intermédiaire de leurs parents ou de leurs grands-parents, malgré tout, il y a une certaine mémoire familiale qui se transmet. Et je pense que ça permet de faire le lien. Moi, j'avais déjà fait, mais c'est toujours différent quand on revient. Et puis même quand on est plus grand, on voit les choses d'un autre aspect. Mais oui, encore une fois, c'est pareil, on comprend mieux. Surtout que là, comme on a vu un peu toute l'histoire de la résistance avec le programme de terminale, on comprend mieux et plus facilement aussi comment ça se passe, notamment avec le film. Voilà, donc ce film présente à la fois le maquis et la libération de Guingamp, puisque Guingamp, contrairement à beaucoup de villes, n'a pas été libéré par les Américains, parce que, d'accord, en général, on dit que ce sont les alliés américains et anglais et canadiens, etc., qui ont libéré la France et la Bretagne aussi. Brest, par exemple, mais pas Guingamp. Le boulot à Guingamp a été fait par les résistants. Et ensuite, les Américains sont arrivés pour se faire acclamer. Alors qu'en fait, ils n'avaient pas fait grand-chose. Ils avaient fait une mauvaise chose. Et ça, vous le verrez dans le film. Oui. Et du coup, c'est en quelle date déjà la libération de Guingamp? Alors, je vous donne tout de suite la date, c'est août 44. Voilà, ça c'est précis, ça c'est réglé. Merci. Dans le film, on le dit à plusieurs reprises, évidemment. C'est août 44. Ça nous parle vraiment de l'histoire locale. Et c'est un aspect qu'on fait peut-être moins aussi en cours, enfin on fait plus en général sur la France. Et là on a vraiment appris des choses qui sont passées vraiment chez nous, quoi, et donc c'était très intéressant. Le monsieur nous a donné beaucoup de témoignages, il y avait des vidéos, des objets, des objets. Moi je pense que ce qui me marque le plus dans l'histoire c'est les 2 guerres mondiales, enfin, c'est la première chose à quoi on pense quand on parle d'histoire, parce que forcément c'est deux périodes de l'histoire qui ont été très marquantes au niveau de la moralement et puis même en termes de personnes qui ont perdu la vie, ça fait beaucoup. Et puis, enfin moi en tout cas, quand on parle d'histoire, je pense d'abord à la guerre et tout ce qui s'est passé. Et du coup, forcément, c'est en lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Du coup, avec Gaëlle, en fait, dès qu'on a des ateliers, on lui demande un petit peu, elle les construit avec nous. En gros, on lui propose quelque chose, elle nous dit si c'est faisable avec des scolaires ou ce genre de choses. Pour le CNRD aussi, on discute avec elle du thème, de la visite à monter, de l'atelier à monter aussi autour du thème du CNRD de chaque année. Clémence Labinda. Et puis notamment pour la communication auprès de l'éducation nationale, c'est surtout Gaëlle qui va la faire. On lui demande parfois de communiquer sur nos offres, etc. Donc c'est Gaëlle qui va vraiment être un lien entre l'éducation nationale et le musée. J'aime beaucoup la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais c'est aussi bien d'avoir une ouverture sur d'autres choses, et c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on a vraiment une ouverture sur l'art aussi, ainsi que la Seconde Guerre mondiale. Bon, la pêche un peu moins, mais on a vraiment une ouverture et c'est ça qui est très chouette. Du coup, moi je suis plutôt vraiment sur la partie musée, pour le coup. Les ateliers, ça va, notamment le CNRD, visite guidée ou atelier, ça va plutôt être moi qui vais les construire.
Après, on en discute, mais du coup, c'est quand même plutôt moi qui les construis. On propose aux primaires notamment un petit atelier sur dessine-moi la résistance. Donc ça met en lien ce qu'ils ont vu dans le musée le matin et un petit peu d'art plastique puisqu'ils doivent dessiner du coup un petit peu la résistance, ce qu'ils ont retenu de la visite du musée, etc. On est entre 6 000 et 7 000 personnes au total pour une année. 50% de scolaires. C'est notre plus gros public et ensuite 50% d'individuels, touristes, etc. Famille. Premiers actes de résistance. Comment franchir le pas entre idéal et envie d'aventure. Un jour on fait tout simplement. À 15 ans, la mort est une chose improbable. Conseil scientifique, les côtés musée. Liloé et Mère. Pour le coup, alors il y a deux choses. On a un comité de pilotage et on a un conseil scientifique. Conseil scientifique, c'est Fabien Lostec, d'ailleurs, qui cette année est le directeur. On a souvent aussi des anciens conférenciers qui vont rejoindre, du coup, ça se renouvelle, le conseil scientifique. On a nous, salariés, pour le coup. On a nos professeurs d'histoire-géographie retraités qui font aussi de la médiation dans le musée, qui intègre le conseil scientifique. Et on a Alain Kilévéry, donc qui est au-dessus là, qui est la personne chargée des archives et du centre de documentation. En fonction du coup des expositions, en dessous, on a les comités de pilotage. Là, comme on travaille sur les femmes dans la résistance, on a demandé à Isabelle Le Boulanger, et donc du coup, il y a des réunions. Alors, ça dépend à quel moment du projet on les prend, mais en général, c'est une fois par mois, et ça peut s'accélérer là sur la fin, où il y en a un petit peu plus. Quelqu'un disait c'était une aventure. Sous-entendu, quand on rentre en résistance, on sait quand ça commence, la suite on ne sait pas. Et malheureusement, pour certains, c'est mal terminé, évidemment. Donc ils sont partis à l'aventure, et pour parler un peu de sport quand même très important, et en particulier à Guingamp, en fait, ces garçons qui sont venus là, un certain nombre d'entre eux, alors pas tous, mais un certain nombre d'entre eux se connaissaient, c'était des potes, si on peut dire. Pourquoi ? Parce qu'ils jouaient au foot ensemble, absolument. Et donc, à Guingamp, le football est partout. Mais pour la petite histoire, il se trouve que les garçons en question ne jouaient pas en avant de Guingamp, ils jouaient dans le club concurrent. Et à Guingamp, il y avait donc en avant de Guingamp les laïcs, les instits, et puis le stade Charles de Gaulle, c'était les curés. Et donc, lié au lycée Notre-Dame, si on veut. Voilà. Et donc, ici, c'est donc un maquis qui est plutôt, je dirais, plutôt de droite, si on veut faire un peu de politique. En ce moment, c'est en lien avec une compagnie théâtrale qui s'appelle Golem Théâtre, qui est basée dans le sud-est de la France, et également le collège Jean Jaurès à Saint-Nicolas-du-Pélem. L'idée, c'est de faire intervenir cette compagnie spécifiquement, car elle a déjà monté un spectacle qui est la lecture en fait des enfants rescapés de la maison d'Isieux. Et l'idée, donc, c'est de les faire venir ici. Ils vont intervenir dans les classes de 3e sur 2 thématiques. La thématique, évidemment, de l'antisémitisme, de l'histoire, via l'histoire de la maison d'Isieux, et aussi sur le côté théâtre. Pourquoi ? Parce qu'à l'issue de ce travail, de cette résidence, tout simplement, on va monter un spectacle à Saint-Nicolas-du-Pélem, qui aura lieu à la salle des fêtes, où les élèves vont intervenir en première partie du spectacle des artistes, et après ce sera le spectacle qui est déjà monté par la compagnie. Il y aura une représentation à destination unique des collégiens, donc tous les collégiens par contre, de la 6e à la 3e, et le soir il y aura une deuxième représentation le même jour à destination des citoyens, des parents, enfin de qui veut venir viendra, et ça sera gratuit. Pourquoi c'est important pour nous ? Alors il y a 2 choses, il y a effectivement le travail de mémoire, et aussi un peu d'éducation civique. Pour le coup, moi j'aime bien en parler avec mes collègues et se rappeler que nous, la Seconde Guerre mondiale, on a été un peu baignés dedans, par nos grands-parents, des histoires assez courantes, nos familles directes. Pour eux, là, les élèves de 3e, déjà c'est les arrière-grands-parents, la majorité sont décédés dans un premier temps, et surtout, Seconde Guerre mondiale, pour eux c'est la même chose que 1870, que l'époque médiévale, c'est vraiment l'histoire avec un grand H. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de lien. Et le but, c'est de faire ce lien et justement dire attention, voilà, là on parle de dérives qui ont eu lieu assez facilement et de les former, voilà, avoir un regard critique et un regard de tolérance. On a un projet de travailler sur la mémoire
de la Seconde Guerre mondiale dans 7 établissements, 7 EHPAD de la communauté de communes du Crest-Brise, la CCKB. Et l'idée, c'est de proposer à chaque fois 2 ateliers, donc sur 2 après-midi différentes, pour travailler la mémoire des résidents sur leurs souvenirs, leur enfance ou celles transmises par leurs parents, en fonction de l'âge. S'ils ont 70 ou 90 ans, on n'est pas sur le même type de public. Et aussi de travailler sur la vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale, les ersatz, ce genre de choses. Donc là, maintenant, on se déplace. Il y a le public qui peut venir et puis il y a celui qui est contraint, qui ne peut pas venir. Et l'idée, c'est proposer que nous, on leur offre ça. Projet d'offre commune musée de la résistance et musée de l'école, il existait depuis avant que l'îlot Thune arrive et ça marche vraiment très bien. Je l'ai expérimenté avec mes élèves. La maison était occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans chaque pièce, il y a des petits objets qui rappellent une journée pendant l'occupation. Et ensuite, à l'école, pareil, la classe est décorée avec des choses qui datent de l'occupation. Et que les enfants, le portrait du maréchal et d'autres documents aussi. Autrement dit, vous avez fait basculer un musée un peu traditionnel de l'école vers une offre pédagogique qui va correspondre cette fois-ci à un autre site partenaire. Oui, voilà, c'est ça. Et même quand moi j'y suis allée avec ma classe, les enfants, en fait, beaucoup des élèves que nous emmenons en 3e ont déjà fait le musée de l'école quand ils étaient en primaire. Donc déjà, ils sont super contents de retourner parce que ça leur rappelle d'excellents souvenirs. Et ils se souviennent très bien de la dictée. Et là, ils étaient très déçus qu'il n'y ait pas de dictée. Donc moi, j'ai suggéré aux collègues de Botoa de faire une très courte dictée de quelque chose qu'on pouvait faire écrire à des enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient un peu peur que ça fasse pro-vichiste ou autre. Je dis, vous estampillez bien musée de l'école de Botoa, visite thématique sur la Deuxième Guerre mondiale et quelque chose de très rapide, mais les enfants étaient en demande. Donc ils vont faire une morale en fait. Voilà, c'était ça. Ouais, dans le sens où on ne voit pas du tout le côté Vichy, mais côté vraiment famille, valeurs paysannes, etc. Pour nous, vraiment faire partie d'un réseau. Sur le travail de l'EAC, par exemple, Botoa n'y est pas encore. Moi, ça permet aussi que j'accompagne la directrice. On a du partenariat aussi de moyens, notamment au niveau de la conservation. Ils ont un aspirateur de conservation, on n'a pas. Je dirais que plus c'est de l'interne et du politique, même au niveau de la communauté de communes. Avant, nous, on est à l'extrême nord de la communauté de communes. Vu qu'il y a Botoa, voilà, on commence un peu à s'inscrire. Je dirais pas que sur les visiteurs, ça a un impact. En tout cas, pas pour le moment. On n'a qu'1 an aussi, donc il faut que ça se mette en place, que ça se développe, qu'il y ait le temps que ça s'ancre un petit peu. Ce podcast a été réalisé durant une formation DRA-EAC Bretagne pour des enseignants intitulée EAC et Mémoire le 11 mars 2025, ainsi que durant une séance scolaire des élèves de terminale du lycée Le Dantec de Lannion le 23 mai 2025. Merci à Alain Paulès, Pierre Martin, Liloé Emer, Gaël Demanet, Servane Vaternel-Neveu et Christophe Garnier. Enregistrement Michael Sauvage et Ethan Techer. Réalisation Michael Sauvage et Emmanuel Lahaute.